L'administration Trump pourrait profondément redéfinir la relation entre les États-Unis et l'Europe, notamment en matière de soutien à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe a mis en place un scénario du pire en cas de rupture avec Washington? L'Europe est en train de préparer un nouveau paquet d'aide, comme vous le savez. Donc, en discussion de nouveau une vingtaine de milliards d'euros. Donc, l'Europe continue évidemment à soutenir l'Ukraine. La guerre est toujours là. La guerre est à nos portes. La guerre fait rage, hélas, depuis que Vladimir Poutine a décidé de celle-ci, a décidé d'envahir l'Ukraine. A décidé des centaines de milliers de victimes maintenant, puisqu'évidemment les Ukrainiens se sont défendus depuis 3 ans, et fort, je reste ici, je tiens à le dire, l'admiration de toutes et de tous, avec le courage qui est le leur. Donc nous on les soutient bien sûr, et on continuera à les soutenir. Est-ce qu'il y a à un moment donné quelque chose qui pourrait incarner cette rupture entre l'Europe et les États-Unis? Déjà ce qui s'est passé, évidemment, et notamment à l'occasion des propos, vous le rappeliez dans votre introduction, je vais juste peut-être corriger un petit élément que vous avez dit. J'ai jamais indiqué que la réglementation numérique qu'on avait mis en place pouvait être utilisée pour lutter contre les ingérences à proprement parler, et surtout pour annuler les élections. Elle a pour vocation de protéger nos enfants, de protéger nos concitoyens, notre démocratie aussi, c'est vrai, mais surtout nos enfants et nos concitoyens sur les réseaux sociaux, et en particulier face à l'accélération algorithmique, qui est une spécificité des réseaux sociaux. Donc il a été peut-être détourné certains propos que certains ont pu dire, dont moi-même, en disant que les élections de Roumanie avaient été annulées à cause ou grâce à notre législation numérique. C'est absolument faux, je ne cesse de le dire, et je le redis aujourd'hui à nouveau à votre micro. C'est la Cour constitutionnelle de Roumanie qui a décidé d'annuler ces élections. Derrière, ensuite, il y a eu une enquête qui a été ouverte après par la Commission européenne sur TikTok pour vérifier précisément si les algorithmes avaient été modifiés, mais c'est pas l'inverse, c'est bien de le rappeler aussi. Et donc ça, pour vous, ça incarne une forme de rupture? La rupture, c'est évidemment les propos qui ont été tenus à Munich. Je crois que c'est là où vraiment ils ont été peut-être les plus explicites, surtout de les tenir, je dirais, à Munich, à cette sécurité, à cette conférence de sécurité dont on sait que elle est quelque part le temple, j'allais dire, de l'atlantisme, et le temple notamment de la coopération, c'est comme ça qu'elle est née du reste, entre l'Allemagne et les États-Unis. C'est un lieu où effectivement les grands acteurs qui sont intéressés par les questions de défense se réunissent, mais c'était vraiment le temple de cette relation tout à fait singulière, extrêmement étroite, extrêmement forte entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est vrai que le fait de dire ce qui a été dit dans ce lieu a pris une résonance toute particulière. Il faut bien le comprendre. Ça a profondément, choqué l'Allemagne tout entière. À quelques jours, comme vous le savez, d'élections qui étaient des élections cruciales en Allemagne, parce que l'Allemagne, parmi d'autres pays européens évidemment, mais l'Allemagne en tout premier lieu, a placé, depuis la Seconde Guerre mondiale, sa sécurité et sa défense clairement sous le parapluie américain dans le cadre de l'OTAN. Donc, voir que tout ceci s'effondrait en quelques phrases a créé un électrochoc très, très puissant aujourd'hui en Allemagne et en Europe. Justement, Emmanuel Macron a récemment rencontré Donald Trump à Washington. Après ce type de rendez-vous, il y a certainement un briefing auprès des autres dirigeants européens. Comment ça se met en place? Bon, d'abord, c'était pas évident d'y gagner, je dois dire, ce rendez-vous, et je trouve personnellement, je le dis, que le président de la République l'a bien mené. C'était pas chose aisée. Il faut s'interroger peut-être à plusieurs niveaux d'abord sur cet entretien, ce rendez-vous qui a eu lieu. D'abord, il a eu lieu avec le président français, et pas avec le président du Conseil européen, la haute représentante, voire même la présidente de la Commission européenne, même si, je le rappelle, elle n'a pas de pouvoir, encore une fois, et il faut le redire dans ces moments où la gouvernance est importante en matière de politique étrangère de l'Union. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir un représentant institutionnel. Ça n'a pas été le cas. La Grande-Bretagne et la France sont les deux seules puissances européennes qui disposons de l'arme nucléaire. Nous sommes, nous, en France,
France, le seul pays membre de l'Union à avoir une architecture globale, totale, complète de sécurité depuis évidemment le général de Gaulle. Et ça vous donne la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour discuter. Le président des États-Unis, il discute aujourd'hui avec des puissances dotées. Il discute avec la Russie, il discute avec la France, il discute avec la Grande-Bretagne. Et bien entendu, à un moment peut-être aussi avec la Chine. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on est rentré. C'est à ce niveau-là que les choses se passent. Le président de la République l'a rappelé au président des États-Unis. Voilà, c'était fait de façon très, très adroite, voire même amicale, on va dire. Mais c'était fait, donc je trouve que ça a été un moment globalement qui est un moment qui était important pour entendre évidemment la voix donc des Européens. Maintenant, il avait pris soin avant de s'adresser à l'ensemble des pays européens. Il les a réunis, je crois, en deux temps. D'abord ceux qui avaient peut-être la plus grande capacité militaire, parce qu'il il est évidemment question aussi de discuter derrière, si jamais cessez-le-feu il y a à terme, eh bien de quelle architecture de sécurité à mettre en place, et notamment en ce qui concerne la mobilisation des Européens pour garantir cette architecture de sécurité, puisqu'on sait que les États-Unis, et ça ne date pas du reste du président Trump, avaient déjà indiqué sous le président Biden qu'ils ne souhaitaient pas envoyer de troupes, y compris dans le cadre ensuite de vérification ou de maintien de la paix ou du cessez-le-feu. Donc les Européens s'y préparent. On sait que la France a souvent abordé ces questions publiquement ou indirectement ou plus confidentiellement avec ses partenaires. M. Friedrich Merz a indiqué 2 jours avant l'élection, puis ensuite il l'a redit avec ses mots juste après, qu'on rentrait dans un monde nouveau, qu'il fallait que l'Allemagne comprenne qu'elle ne pouvait plus maintenant dépendre de l'OTAN et donc des États-Unis pour sa défense, qu'il fallait quelque part en tirer les conséquences même ultimes, puisqu'il est allé, ce qui est un peu une révolution dans la façon dont l'Allemagne concevait sa défense et son appartenance à l'Alliance Atlantique, qu'il fallait même peut-être commencer à envisager de discuter avec la France et la Grande-Bretagne, de façon à ce que ces 2 puissances dotées puissent faire bénéficier l'Allemagne et sans doute les autres pays européens de la protection nucléaire et non plus les États-Unis. On voit donc qu'il y a un changement, mais absolument radical, qui est en train de se dessiner. Je ne sais pas s'il va aller au bout, mais le fait, vous savez, Madame Alade, de poser ces questions comme ça, aussi clairement, ça vous démontre qu'il y aura vraisemblablement un avant et un après. J'ai moi-même comparé ce moment, si jamais il se poursuit, et je pense personnellement qu'il va se poursuivre, à un moment aussi important que lorsque l'Allemagne a décidé d'abandonner le Deutschmark pour rejoindre l'euro. C'est un moment absolument clé pour la construction européenne et notamment économique. Je pense que nous sommes maintenant à un nouveau moment clé pour la construction de défense de l'Union européenne. Justement, Thierry Breton, Vladimir Poutine aurait demandé à Donald Trump de retirer les troupes américaines du flanc est de l'OTAN. Une telle décision bouleverserait l'équilibre sécuritaire en Europe. On sait qu'il y a une réunion sur la défense qui a lieu le 6 mars à Londres. Est-ce que, si ça arrive demain, dans une semaine, est-ce que l'Europe est prête à remplacer les troupes américaines sur le flanc Est? Alors on a à peu près une centaine de milliers d'hommes aujourd'hui en armes donc sur le continent européen, donc de troupes américaines. Le président Biden avait augmenté, on s'en souvient, la présence américaine en Europe, une vingtaine de milliers de soldats. Donc voilà, on a aujourd'hui ces forces qui sont positionnées en Europe, on le sait. Il faut bien voir qu'on est, nous, Européens, rentrés dans une logique où, avec tout ce que nous venons de dire, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, j'étais moi-même à mon niveau commissaire, notamment en charge des affaires de défense, et vous m'avez entendu très souvent dire... Vous prôniez une Europe de la défense. Une Europe de la défense, qu'il fallait absolument que chaque État membre augmente très significativement ses efforts de défense. D'abord, pour ceux qui sont membres de l'OTAN, les 23 sur les 27 États membres de l'OTAN, qu'il fallait évidemment qu'ils tiennent les objectifs, les engagements qui sont ceux de l'appartenance à l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire au moins 2% de son PIB en défense. La
beaucoup étaient très très loin, l'Allemagne les premiers, l'Italie, l'Espagne. Voilà, donc maintenant je crois que tout le monde est parti maintenant pour faire ses efforts et c'est une bonne chose parce que c'est une nécessité absolue. Et du reste, et le président Obama et le président Trump, à juste titre, l'ont rappelé sans cesse aux alliés européens. Donc ça, je crois que maintenant on y est, ça veut dire qu'on va investir très significativement. Et puis vous avez effectivement la situation plus particulière, géographique, qui se passe évidemment au nord de l'Europe. On pense évidemment à l'Estonie, avec 600 km de frontières communes avec la Russie. On pense évidemment à la Lettonie, on pense à la Lituanie, on pense bien entendu à la Pologne, on pense à la Finlande avec 1340 km de frontières communes avec la Russie. Donc évidemment, pour tous ces pays, l'accélération de l'effort de défense est très significatif. C'est le cas évidemment en Finlande. Je rappelle que la Finlande a la plus grande armée de réserve européenne, avec près de 800 000 hommes et femmes sur un pays qui a moins de 6 millions d'habitants. Vous vous rendez compte l'effort que ça représente, qui sont prêts à être mobilisés et qui sont mobilisables et qui sont entraînés. Donc en cas de nécessité, on pense évidemment à la Pologne qui fait des efforts très significatifs depuis quelques années. Alors, c'était pas le cas il y a plusieurs années, mais on est dans une logique de rattrapage très significatif et qu'il faut saluer aujourd'hui en Pologne, avec près de 4,7% du PIB en défense. La Pologne qui a l'ambition d'avoir à terme, et quand je dis à terme, c'est plutôt à court terme qu'à moyen terme, une armée terrestre de plus de 340 000 hommes. Donc voilà, on est dans cette phase, effectivement, d'augmentation significative de nos investissements de défense. Il faut en parallèle, et c'est indispensable, et ça a été tout mon travail lorsque j'étais pendant 5 ans en charge des affaires de défense dans mon portefeuille, c'est un des volets importants de mon activité, augmenter la capacité de production de défense, des industries de défense en Europe. Vous savez, on sait tout faire en Europe. On sait faire des missiles, on sait faire des missiles hypersoniques, on sait faire les meilleurs avions de combat au monde, enfin c'est ce que je pense. On sait faire des sous-marins nucléaires, on sait faire des porte-avions nucléaires, on sait faire des armes nucléaires, on sait faire des chars, on sait tout faire en Europe. Mais on ne le fait pas assez vite, ni en assez grande quantité. Donc tout notre enjeu désormais, c'est d'augmenter très rapidement notre capacité de production. On a des sites, ces sites sont souvent hérités aussi, ceux qui ont été développés notamment en Europe de l'Ouest, mais aussi hérités en Europe de l'Est de l'ancienne domination empire soviétique. Alors il faut réhabiliter tout ça, il y a les capacités. Pour faire un site de production de défense, ça nécessite des conditions particulières, des normes particulières, des environnements particuliers. On peut aller assez vite. Je l'ai fait, vous savez, pour les munitions, lorsqu'on a vu qu'il fallait absolument 155 mm qui étaient nécessaires à l'Ukraine. Voilà, les obus, ces gros obus. Donc l'Ukraine en avait évidemment besoin pour défendre sa ligne de front sur plus de 1000 km. Quand la question nous a été posée, on fabriquait, notre capacité en Europe était à peu près de 300 000 obus par an. Eh bien, en moins de 2 ans, Madame Haddad, en moins de 2 ans, précisément nous mettant ensemble au travail, en ayant fait voter au Parlement européen une enveloppe pour pouvoir investir en amont sur les chaînes de valeur, sur la réhabilitation des sites industriels, on est monté à plus de 2 millions. C'est-à-dire qu'on est maintenant très proche de la capacité de fabrication russe. Donc on voit que si on se met en mouvement, on peut le faire. Alors, ce qu'on a fait sur les obus, il faut le faire maintenant partout. Il faut donc avoir donc ces moyens financiers. Il faudra sans doute aussi, c'est un effort moi que j'appelle de mes voeux. Je l'avais fait avec la première ministre estonienne à l'époque, Madame Kaja Kallas, qui maintenant est, comme vous le savez, la haute représentante de l'Union européenne. Et on avait proposé ensemble un fonds européen de plus de 100 milliards d'euros en amont pour pouvoir précisément investir sur des projets, pour peu que ce soit des projets d'accélération de production industrielle de défense, mais qui soient portés par plusieurs pays pour éviter la fragmentation. C'est le risque qu'on a toujours en Europe. Si jamais on n'a pas un instrument commun, on risque la fragmentation et c'est notre projet qui s'affaiblit. Donc il faut à la fois que les États membres, verticalement, j'allais dire, augmentent leur capacité d'investissement de défense, mais il faut que la Commission se dote d'outils transverses pour pouvoir faire en sorte que tout ceci se fasse de façon coordonnée. Et on n'a rien trouvé de mieux
comme élément incitatif que de dire si vous êtes coordonnés, on vous finance 10 ou 15% donc, de l'investissement global, à charge pour vous de venir ensemble. Et c'est pas, comme on dit dans notre jargon scientifique, de la rocket science, mais ça marche. Vous le savez aussi bien que moi, Donald Trump a exigé des pays européens qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense. Tout d'abord, est-ce que c'est envisageable pour les pays européens? Et surtout, dans un contexte où les démocraties sont fragiles, comment convaincre la population de dépenser autant dans la défense, alors qu'il y a tout de même un contexte de tension économique et sociale? Beaucoup disent, ce n'est pas notre priorité. Quel est le discours que doivent avoir les dirigeants? Bon, d'abord, avant de 5%, il y a 3,5. Les États-Unis sont entre 3,5, donc on va peut-être pas non plus multiplier par 2 la marche d'escalier. Voilà. Si on est à 3, c'est déjà pas mal. 3 ou 3,5, ça serait déjà un effort tout à fait considérable au niveau de ce que font les États-Unis d'Amérique. Mais derrière cela, vous avez raison de poser la question comme ça. On a vécu pendant longtemps sous le mythe, je pense que c'est un mythe, moi-même je l'ai souvent critiqué, ou en tout cas challengé, on va dire, qu'on était maintenant dans une logique où on pouvait bénéficier des dividendes de la paix. C'était ce qu'on disait. Et ça justifiait qu'on pouvait dépenser peut-être un peu plus, ce qui était aussi intéressant et important, notamment pour nos concitoyens, pour tout ce qui concerne le bien-être social, etc. Bon, on se rend compte que cette période-là, elle est derrière nous. Et je crois maintenant que tout le monde l'a compris. Moi, je le vois. Quand je parle avec les Verts, les Verts, ils ont compris. Quand je parle, évidemment, avec mes amis sociodémocrates, croyez-moi, ils ont compris. Demandez à M. Glucksmann ce qu'il en pense. Quand je parle, évidemment, avec mes amis du PPE ou des Républicains, ils ont compris. Donc, je crois que maintenant, tout le monde, disons les grands partis de gouvernement, en tout cas, ça c'est clair, qui représentent quand même à peu près 70 à 75% ou 80% donc, de la population européenne, ils ont compris. Donc maintenant, il faut le faire. Alors, il faut le faire avec deux éléments. D'abord, vous connaissez mon combat contre la dette, puisque lorsque j'étais ministre, c'est le combat que j'ai mené, vous vous en souvenez, on en a souvent parlé. Il faut continuer, bien entendu, à baisser les déficits, en particulier en France. C'est absolument inacceptable qu'on soit le seul pays qui tourne à 6% de déficit et qui ait tant de mal à baisser ces 6% de déficit. On sait que cette année, on espère faire 5,4%. Beaucoup commencent à dire qu'ils ne les voient pas. Vous l'avez mentionné, Thierry Breton, l'Allemagne, sous l'impulsion de ce nouveau pouvoir, affiche une volonté de réduire sa dépense aux États-Unis. La question qui se pose également, c'est les carnets de commandes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on achète européen. Est-ce que les Allemands, alors qu'ils dépendent énormément d'achats américains pour leur industrie de défense, sont capables de changer de fusil d'épaule, selon vous? Mais vous voyez bien, on en revient toujours au même sujet. Dans une logique transactionnelle, où vous dépendez à la fin d'un partenaire, alors on va l'appeler partenaire, certains commencent à douter même que ce soit nos partenaires. Moi, je continue à dire que, évidemment, les États-Unis sont un grand partenaire et sont nos alliés dans le cadre de l'OTAN. J'espère que ça va se poursuivre, croyez-le bien. Mais on voit bien que si l'un des partenaires dit à la fin, vous dépendez de moi pour une protection ultime, donc vous devez faire ce que je vous demande, on voit bien que c'est plus compliqué. Et on en revient précisément aux questions ultimes, y compris celles que nous nous sommes posées, ou celles que plus précisément qu'a posé Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, notamment sur la dépendance du nucléaire. Si on veut être autonome, Donald Tusk, le président du Conseil, le Premier ministre polonais, président du Conseil en exercice, a dit lui-même qu'il devenait absolument inconcevable d'intermédier sa défense à autrui. Il a raison, mais il faut le prendre sans mot, ça veut dire dans toutes les composantes, y compris dans celle-ci. C'est un sujet très compliqué, c'est un sujet profond. Il a été mis sur la table par l'Allemagne, d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il ne pourra traiter qu'avec les Britanniques et les Français, et c'est une façon aussi de refaire revenir quelque part les Britanniques dans le jeu européen, pas dans l'Union européenne, c'est pas du tout ce que je dis, je pense que c'est, hélas, je le regrette du reste, mais c'est pas demain que ça se passera, mais en ce qui concerne la défense, certainement, pourquoi pas du reste, dans le cadre d'un pilier européen de l'OTAN, au sein de l'OTAN, qui pourrait devenir l'un des piliers les plus importants, peut-être même un jour, dépasser le pilier américain. Ce serait, à mon avis, une formidable réponse à ce que nous vivons, et le fait d'avoir deux piliers finalement
à peu près équilibré États-Unis, Europe au sens large, dans lequel on va inclure évidemment l'ensemble des pays, y compris ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne, serait peut-être une façon intelligente de rebâtir l'architecture de sécurité du monde telle qu'il se dessine. Mais là, c'est peut-être à ce stade, en tout cas des vœux pieux, à charge pour nous de voir comment on peut avancer dans cette direction. Ce jeu transactionnel dont vous parlez, c'est celui également de Donald Trump qui a proposé ce deal sur les minerais à l'Ukraine, à Volodymyr Zelensky, qui l'aurait accepté en tant que tel. Oui, on n'est pas un nain, nous les Européens. Bien sûr, chaque pays pris à part est un nain, oui, y compris l'Allemagne. Même si économiquement, c'est le plus important. Parce qu'évidemment, quand on a 83 millions d'habitants, comme en Allemagne, par rapport à la Chine, à l'Inde, ou même aux États-Unis, on ne pèse pas de la même façon. Donc oui, sauf que l'Europe dans son ensemble, on pèse. Donc je le redis, la première chose à faire, c'est bien de redéfinir exactement ce qui fait notre force. Nous sommes une grande démocratie. Une démocratie bicamérale, avec un Parlement européen qui est l'équivalent de la Chambre des représentants aux États-Unis, un Conseil européen qui est l'équivalent du Sénat américain. On est une vraie démocratie, une très grande démocratie, avec des spécificités, c'est que nos États à nous, nos États membres, en différence aux États américains, ont quelques spécificités. Et notamment, on vient de parler longuement au cours de l'entretien de la défense et de la politique étrangère. Et pour le reste, on est ce continent-là. Donc il faut bien être conscient de cette force pour pouvoir précisément peser, si jamais on rentre dans des logiques transactionnelles de réciprocité par rapport effectivement à des discussions. Qu'est-ce que je vous apporte, qu'est-ce que vous m'apportez? Et moi, à la limite, ça ne me gêne pas d'avoir ces discussions, dans la mesure où on parle non pas à 27 de façon éclatée, dispersée, mais qu'on parle à un, parce que c'est ce un que nous sommes, par rapport à ceux qui veulent être nos interlocuteurs. Évidemment, les aspects du commerce, notamment, sont à la main aujourd'hui unique, non plus des États membres, mais de l'Europe. Eh bien, il faut utiliser cette puissance, évidemment, que nous avons. Maintenant, vous me parlez de cet accord, dont on va voir ce qu'il est, parce que pour l'instant, personne ne le sait, en tout cas pas moi, entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine sur ces fameux minerais rares, dont du reste on est en train de se réaliser qu'ils sont peut-être plus dans la partie occupée. Du côté russe, occupé par la Russie que ukrainienne. Enfin, on verra. Voilà, donc c'est peut-être une initiative, parce qu'il est assez adroit, et on sent bien que le président Zelensky essaye de trouver lui aussi, des façons de pouvoir, un peu à son niveau, de faire ce que je viens de dire au niveau, nous, Européens, montrer qu'il peut apporter des choses dans la corbeille, si je puis dire, pour pouvoir, là aussi, obtenir une garantie de sécurité qui dépasse les mots. Et c'est vrai que si jamais il y a des intérêts américains qui sont désormais plus profondément ancrés sur le territoire ukrainien, ça pourrait provoquer cette garantie de sécurité indirecte que le président Zelensky semble appeler, à juste titre, me semble-t-il, de ses vœux. Donc on verra ce qu'il en est. J'ai vu qu'on parlait peut-être d'un fonds, 50%, ça a évolué. On va voir. Moi, vous savez, je suis de ceux qui ne portent pas de jugement dans ces phases que nous avons décrites tout à l'heure, où on jette le bouchon très loin, on revient ensuite un peu en arrière. Ce sont des phases de négociation. Et la seule chose que je puis dire en ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est de donner nos lignes rouges. Nos lignes rouges, c'est que l'intégrité territoriale de l'Europe, elle est évidemment inaliénable. Et c'est que l'intégrité démocratique de l'Europe est inaliénable. Les conflits récents ont montré tout de même un rôle déterminant des entreprises privées dans la gestion des infrastructures critiques. Starlink d'Elon Musk, par exemple, a été un outil essentiel pour l'Ukraine, mais Washington a sous-entendu que son accès pourrait être coupé si un accord sur les ressources minières n'était pas trouvé. Comment vous analysez cette prise de position d'un acteur privé qui rentre au sein même du pouvoir américain ? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts majeur, selon vous? Et comment on fait en sorte de côtoyer, d'échanger, de parler avec des personnes qui mélangent ces acteurs privés et le pouvoir public? Je connais bien Elon Musk, en tout cas je le connais pour l'avoir
pratiqué évidemment dans le cadre de mes anciennes fonctions, notamment celle de régulateur, puisque c'était la fonction qu'on m'avait demandé d'assumer, que notre Parlement m'avait demandé d'assumer, et la Commission évidemment, et les États membres bien entendu. Et donc j'ai beaucoup d'interactions avec lui. Je tiens à le dire ici à ce micro, elles se sont toujours très bien passées. Elles étaient courtoises, elles étaient professionnelles, elles étaient positives. Même si après ça, sur les réseaux, on peut ensuite avoir une expression qui est le langage des réseaux, mais ça, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais je tiens à le dire, on a toujours eu des discussions qui étaient constructives, notamment en ce qui concerne tout ce que j'ai pu faire pour protéger nos enfants, en particulier sur les réseaux à travers le DSA. Il l'avait vraiment très, très bien compris. Maintenant, vous vous souvenez du reste que, au tout début du début des hostilités et de la guerre d'agression qui a été voulue par Vladimir Poutine en Russie, il y avait déjà eu ces questions à un moment. On sentait qu'il y avait eu des discussions entre Starlink, ou disons de la porosité de discussions entre Starlink et la Russie même. Ça avait du reste beaucoup interpellé. Eh bien, voyez-vous, à l'époque, j'étais aussi en charge des affaires spatiales à la Commission européenne, mais je n'avais pas attendu pour lancer un projet qui ne faisait pas partie de mon mandat lorsque j'ai été confirmé et voté par le Parlement européen en tant que commissaire en charge des aspects de défense et d'espace. C'est de proposer la création d'une nouvelle constellation, d'une constellation en orbite basse notamment, qui permettrait précisément d'offrir quelque chose que nous n'avions pas, nous, Européens, à notre disposition, de la connectivité donc à l'ensemble des États membres, de la connectivité ultra sécurisée, y compris en tenant compte, donc pour nous, ce qui n'est pas le cas des autres constellations qui existent aujourd'hui, de l'avènement peut-être à un moment ou à un autre d'ordinateurs quantiques qui pourraient casser les codes, notamment RSA, qui aujourd'hui protègent les communications donc sur Internet en particulier, et donc ce qu'on appelle des communications cryptées dans un environnement post-quantique, les premières au monde, une architecture qui puisse faire de la surveillance de l'espace par l'espace, donc, et offrir quelque part bien plus que ce qu'offre aujourd'hui Starlink, notamment pour nos forces armées, pour nos communications intergouvernementales, mais aussi au sens large, un petit peu comme le fait Starlink, pour de la connectivité dans des zones blanches ou dans des zones plus difficiles d'accès, en Europe, mais aussi en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et cette constellation, eh bien, on a réussi à la bâtir, à en définir l'architecture, à trouver les financements. Il n'y en avait pas. Vous voyez, comme quoi, rien n'est impossible. À la lancer, elle s'appelle Iris Square. Les premiers satellites vont être lancés en 2027. Elle va se déployer. On a un peu de retard, c'est vrai. Mais on avait aussi du retard quand on a démarré Galileo, notre infrastructure satellitaire, qui nous permet d'avoir non seulement rattrapé le retard américain sur le GPS, mais d'avoir une bien meilleure constellation que la constellation américaine sur le positionnement par satellite, puisqu'elle est beaucoup plus précise, centimétrique bientôt même en deçà, par rapport à la constellation américaine. Donc on sait faire les choses. On a démarré un petit peu en retard, je le reconnais, mais je n'ai aucun doute qu'on va rattraper ce retard et qu'on va avoir une constellation qui, par rapport aux constellations qu'on voit aujourd'hui, qui sont essentiellement des constellations en orbite basse, on envoie des milliers de satellites à 440 km d'altitude, et puis on se fiche de la pollution visuelle que ça va créer, puis ensuite de la pollution spatiale que ça va créer, parce qu'ils ont une durée de vie de 5 à 7 ans. Non, nous, on est attentifs à ça. On est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Notre constellation, elle est à 3 niveaux. C'est une constellation en orbite basse, mais qui va utiliser aussi tout ce qui existe. On a des constellations en orbite moyenne, mais haut, très importantes, qui vont servir de relais et de rebond, et aussi des constellations en orbite géostationnaire. Donc c'est une constellation qui sera d'une nouvelle génération et qui va répondre précisément à ces questions, parce que vous avez raison. Il est hors de question, en tout cas pour nous, Européens, après ça les autres pays font ce qu'ils veulent, mais pour nous, Européens, de dépendre du bon vouloir de telle ou telle personnalité, oligarque, que sais-je, et de son bon vouloir pour des aspects qui concernent notre sécurité. Pour terminer sur une note un peu plus personnelle, Thierry Breton, vous avez souvent critiqué Elon Musk. Elon Musk a changé de discours ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels on peut travailler avec lui ? Non, mais j'ai jamais critiqué Elon Musk. Non, pardon, mais je suis. Alors, il a peut-être. Vous vous êtes écharpé sur les réseaux sociaux, en tout cas. Non, mais de mon côté, j'ai toujours respecté les personnes, y compris sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quelquefois, il m'a taquiné en me traitant de tyran de l'Europe. Voilà, je l'ai pris comme ça. Mais j'ai toujours respecté les personnes
et bien entendu lui-même. Bien sûr, j'ai été comme beaucoup étonné de, je dirais, ces évolutions politiques, mais après tout, elles appartiennent à quiconque. J'ai connu un Elon Musk qui était démocrate, profondément démocrate. Je l'ai vu ensuite évoluer, il n'y a pas si longtemps que ça du reste, républicain, puis ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, encore moins longtemps, ultra-libertarien, puis ensuite, en soutien de l'extrême droite, en tout cas de l'extrême droite qui est la plus à l'extrême de la droite européenne que représente la AfD. Elle est tellement extrême que le Rassemblement national, qui est notre droite à nous, notre droite extrême à nous, a décidé de mettre un cordon sanitaire entre l'AfD et le groupe où il siège au Parlement européen des Patriotes. Donc le cordon sanitaire, c'est pas nous qui le mettons, ce sont les extrêmes droites entre elles. Voilà, donc j'ai suivi ces évolutions. Après, elles le partiennent, et je n'ai pas à les commenter. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que si jamais on utilise pour qualifier des opinions, y compris des opinions politiques, des débats, etc., des plateformes qui sont régulées en Europe, eh bien, il faut juste respecter les règles de régulation de ces plateformes parce qu'elles opèrent en Europe. X fait partie des plateformes qui sont régulées en Europe. Ça a été la décision, le vote de notre Parlement européen. Je rappelle que pour la régulation donc, dont on parle, c'est près de 90% des députés européens qui ont voté pour cette régulation. C'est 100% des États membres. C'est quasiment du jamais vu en soutien d'une loi par nos institutions européennes, du jamais vu. Ça vous montre donc l'adhésion aussi bien du peuple européen, de la population européenne, que des États membres sur ces lois. Il faut juste simplement respecter ces lois. C'est la seule chose que je me suis permis de lui dire. Merci Thierry Breton d'avoir partagé votre analyse avec nous sur ces enjeux majeurs. Guerre en Ukraine, défense européenne, relations transatlantiques, montée en puissance des acteurs privés et bataille pour l'intelligence artificielle. L'Europe entre dans une période de décision cruciale. Merci de votre écoute et à bientôt.